Mon fiancé a demandé une pause à cause d'un nouvel homme, alors j'ai quitté la ville. Mon ex-fiancé m'a demandé une pause en raison d'un nouvel homme, alors j'ai décidé de partir et de changer de ville. Aujourd'hui, elle me harcèle, et ses parents se sont excusés, mais j'ai refusé de lui parler. J'ai 34 ans et je ne sais pas si j'ai tort de refuser toute discussion avec mon ex, Sarah, qui en a 29. Il y a beaucoup d'histoires entre nous, et je vais essayer de tout expliquer. À la mi-2022, j'ai rencontré Sarah au travail et nous avons tout de suite accroché. Très vite, je suis tombé amoureux d'elle, et nous avons commencé à sortir ensemble peu après. Cependant, Sarah a mis fin à notre relation assez tôt pour une simple dispute. Pour aggraver les choses, elle a provoqué une scène devant tout le monde au travail. J'étais triste, mais je ne voulais pas quitter mon emploi immédiatement. Finalement, j'ai compris que j'avais toujours des sentiments pour elle, et la voir chaque jour devenait trop douloureux. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de démissionner et de chercher un nouveau travail. Nous vivions près l'un de l'autre, donc nous nous sommes régulièrement croisés. Au fil des mois, nous avons recommencé à parler, mais malgré mes sentiments pour elle, je n'arrivais pas à envisager une nouvelle relation. J'étais profondément blessé par ce qu'elle avait fait. Quelques mois plus tard, elle m'a avoué qu'elle regrettait d'avoir rompu pour une raison aussi insignifiante. Elle a reconnu que le faire en public était terrible et qu'elle y pensait sans cesse depuis. Elle semblait sincèrement désolée, et je pouvais voir qu'elle était sincère. Je lui ai alors demandé si elle souhaitait nous donner une seconde chance, car je croyais en la sincérité de ses excuses. Elle a accepté et, au début de l'année 2023, nous nous sommes officiellement remis ensemble. 1 an plus tard, tout allait bien. Nous parlions de mariage et de construire un avenir commun, ce qui me faisait me sentir prêt à franchir la prochaine étape. J'ai donc décidé de la surprendre avec une demande en mariage et j'ai commencé à travailler davantage pour économiser et acheter une maison afin que nous puissions nous marier rapidement. Je ne lui ai pas dit pourquoi je travaillais autant, car je voulais que ce soit une surprise. Puis, sans prévenir, elle m'a demandé une pause. J'étais sous le choc, et lorsque je lui ai demandé pourquoi, elle a refusé d'expliquer. À la même période, j'avais remarqué qu'elle parlait sans arrêt d'un nouveau collègue, puis, soudainement, elle a cessé de le mentionner, ce qui m'a rendu suspicieux, confus et blessé. J'ai alors contacté une amie proche, Émilie, ce n'est pas son vrai prénom, qui travaillait toujours dans la même entreprise que Sarah, avec son compagnon. Je lui ai confié ce qui se passait et lui ai demandé si elle en savait quelque chose. Elle m'a répondu que non, car elle travaillait dans un autre service, mais elle a promis de se renseigner. Quelques jours plus tard, Émilie m'a recontacté. Elle m'a expliqué que Sarah se sentait distante de moi ces derniers temps, notamment parce que je travaillais plus longtemps et que nous sortions moins souvent. Elle m'a aussi révélé que certains collègues de Sarah l'avaient encouragée à prendre une pause, estimant que je ne la traitais pas bien et que je n'étais pas assez impliqué dans la relation. En plus de cela, ils essayaient de la rapprocher d'un nouveau collègue, affirmant qu'il serait un meilleur choix pour elle. Je lui ai alors confié mon projet de demande en mariage et d'achat de maison pour Sarah et moi. C'était la raison pour laquelle je travaillais autant, je voulais lui faire une grande surprise. Environ 2 semaines plus tard, Sarah m'a appelé et m'a proposé que nous nous voyions. J'ai accepté, mais j'ai été clair sur le fait que j'avais besoin d'une explication avant de parler de quoi que ce soit d'autre. Elle m'a alors expliqué qu'elle me trouvait distant et que cela lui donnait l'impression que je n'étais plus autant investi dans notre relation. Je lui ai répondu que si elle m'en avait parlé plus tôt, elle aurait compris la véritable raison de mon comportement. Mais cela n'avait plus d'importance. Elle mentionna alors le nouvel homme de son travail. Avant même qu'elle ne puisse dire son nom, je l'ai devancé, et elle en est restée stupéfaite, se demandant comment je pouvais le savoir. Je lui ai assuré que je n'étais pas idiot. J'ai fait remarquer qu'elle avait brusquement cessé de parler de lui après l'avoir mentionné sans arrêt. Elle m'a affirmé qu'elle ne m'avait jamais trompé. J'ai répondu que chercher quelqu'un de « mieux » à la première difficulté pouvait être perçu comme une forme de tromperie par certains. À ce moment-là, je lui ai dit que je ne voulais plus entendre un mot de plus. Peu importait qu'elle veuille se réconcilier, j'avais pris ma décision, je mettais fin à notre relation, quoi qu'il arrive. Cette rupture m'a profondément blessé. Je ne supportais plus d'être dans la même ville, alors j'ai demandé à mon employeur une mutation et j'ai utilisé l'argent que j'avais mis de côté pour notre projet afin de recommencer à zéro dans une nouvelle ville. En discutant avec Émilie, l'amie à qui j'avais confié mes peines, elle s'est excusée. Elle m'a avoué avoir fait une erreur en révélant à Sarah mes projets de demande en mariage et d'achat de maison. Émilie m'a dit que Sarah avait fondu en larmes en l'apprenant. Son honnêteté m'a touché, mais cela n'a rien changé à ma décision.
Vers la mi-décembre de l'année dernière, je suis rentré dans ma ville natale pour fêter Noël et le Nouvel An avec ma famille. Certains amis ont voulu organiser une fête pour rassembler tout le monde, car beaucoup d'entre nous, y compris moi, avaient quitté la ville et ne revenaient que pour les fêtes. Sarah a aussi été invitée. Nous avons à peine échangé un mot ce soir-là, juste un salut rapide en passant. À un moment, je l'ai regardée et je l'ai vue sourire en discutant avec un groupe de femmes. Ce sourire a ravivé tant de souvenirs. Je me suis rendu compte que le voir me procurait exactement la même sensation que la toute première fois. Je me suis demandé à quel point j'étais brisé pour ressentir encore cela après tout ce qui s'était passé. Malgré ces émotions persistantes, j'étais toujours attristé et profondément en colère par la façon dont notre histoire avait pris fin. Avec le recul, j'ai commencé à m'en vouloir. J'aurais dû être plus attentif à ses sentiments. J'aurais pu lui parler du travail supplémentaire et de la raison pour laquelle je m'investissais autant. Peut-être que les choses auraient pu être différentes. Plus tard dans la soirée, un ami m'a révélé que la relation de Sarah avec son collègue n'avait duré que quelques mois. Après les fêtes, je devais retourner dans la ville où je vis désormais. Mes vacances prenaient fin le 6 janvier, donc je prévoyais de partir le vendredi précédent. De cette manière, j'aurais eu le samedi pour remettre mon appartement en ordre et me préparer pour la semaine à venir, puis le dimanche pour me détendre avant de reprendre le travail. Avant mon départ, un ami de ma ville natale m'a contacté. Il m'a dit qu'il avait une faveur à me demander au nom de quelqu'un d'autre et m'a prévenu que cela ne me plairait pas. Rien qu'en entendant cela, j'ai senti mon estomac se nouer. Puis il m'a annoncé qu'il s'agissait de Sarah. Elle déménageait dans la ville où je vis pour travailler dans l'entreprise d'un de ses proches et avait besoin d'un trajet. Il m'a demandé si je pouvais l'emmener. Je n'ai même pas réfléchi avant de refuser. L'idée d'être enfermé des heures dans une voiture avec elle était insupportable. Ce serait une torture, tout aussi gênante que la fête, et je n'étais pas prêt à m'infliger ça. Mon ami a insisté pour que nous parlions, mais je n'en avais aucune envie. Je suis donc rentré chez moi. La semaine dernière, lors d'un jogging, je me suis arrêté un moment pour souffler dans un parc. C'est là que j'ai entendu une voix familière me saluer. C'était Sarah. Elle a tenté d'entamer une conversation en me demandant comment j'allais et en soulignant que nous n'avions pas eu l'occasion de parler lors de la fête. Mais je l'ai coupé court en lui disant que je ne voulais pas lui parler. Elle m'a demandé de ne pas être comme ça et qu'on devrait discuter, mais j'ai refusé. Elle m'a alors demandé comment je pouvais encore lui en vouloir après plus d'1 an et tout ce que nous avions vécu. Mon ex-fiancé m'a demandé une pause en raison d'un nouvel homme, alors j'ai décidé de partir et de changer de ville. Aujourd'hui, elle me harcèle, et ses parents se sont excusés, mais j'ai refusé de lui parler. J'ai 34 ans et je ne sais pas si j'ai tort de refuser toute discussion avec mon ex, Sarah, qui en a 29. Il y a beaucoup d'histoires entre nous, et je vais essayer de tout expliquer. À la mi-2022, j'ai rencontré Sarah au travail et nous avons tout de suite accroché. Très vite, je suis tombé amoureux d'elle, et nous avons commencé à sortir ensemble peu après. Cependant, Sarah a mis fin à notre relation assez tôt pour une simple dispute. Pour aggraver les choses, elle a provoqué une scène devant tout le monde au travail. J'étais triste, mais je ne voulais pas quitter mon emploi immédiatement. Finalement, j'ai compris que j'avais toujours des sentiments pour elle, et la voir chaque jour devenait trop douloureux. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de démissionner et de chercher un nouveau travail. Nous vivions près l'un de l'autre, donc nous nous sommes régulièrement croisés. Au fil des mois, nous avons recommencé à parler, mais malgré mes sentiments pour elle, je n'arrivais pas à envisager une nouvelle relation. J'étais profondément blessé par ce qu'elle avait fait. Quelques mois plus tard, elle m'a avoué qu'elle regrettait d'avoir rompu pour une raison aussi insignifiante. Elle a reconnu que le faire en public était terrible et qu'elle y pensait sans cesse depuis. Elle semblait sincèrement désolée, et je pouvais voir qu'elle était sincère. Je lui ai alors demandé si elle souhaitait nous donner une seconde chance, car je croyais en la sincérité de ses excuses. Elle a accepté et, au début de l'année 2023, nous nous sommes officiellement remis ensemble. 1 an plus tard, tout allait bien. Nous parlions de mariage et de construire un avenir commun, ce qui me faisait me sentir prêt à franchir la prochaine étape. J'ai donc décidé de la surprendre avec une demande en mariage et j'ai commencé à travailler davantage pour économiser et acheter une maison afin que nous puissions nous marier rapidement. Je ne lui ai pas dit pourquoi je travaillais autant, car je voulais que ce soit une surprise. Puis, sans prévenir, elle m'a demandé une pause. J'étais sous le choc, et lorsque je lui ai demandé pourquoi, elle a refusé d'expliquer. À la même période,
J'avais remarqué qu'elle parlait sans arrêt d'un nouveau collègue, puis, soudainement, elle a cessé de le mentionner, ce qui m'a rendu suspicieux, confus et blessé. J'ai alors contacté une amie proche, Émilie, qui travaillait toujours dans la même entreprise que Sarah, avec son compagnon. Je lui ai confié ce qui se passait et lui ai demandé si elle en savait quelque chose. Elle m'a répondu que non, car elle travaillait dans un autre service, mais elle a promis de se renseigner. Quelques jours plus tard, Émilie m'a recontacté. Elle m'a expliqué que Sarah se sentait distante de moi ces derniers temps, notamment parce que je travaillais plus longtemps et que nous sortions moins souvent. Elle m'a aussi révélé que certains collègues de Sarah l'avaient encouragée à prendre une pause, estimant que je ne la traitais pas bien et que je n'étais pas assez impliqué dans la relation. En plus de cela, ils essayaient de la rapprocher d'un nouveau collègue, affirmant qu'il serait un meilleur choix pour elle. Je lui ai alors confié mon projet de demande en mariage et d'achat de maison pour Sarah et moi. C'était la raison pour laquelle je travaillais autant, je voulais lui faire une grande surprise. Environ 2 semaines plus tard, Sarah m'a appelé et m'a proposé que nous nous voyions. J'ai accepté, mais j'ai été clair sur le fait que j'avais besoin d'une explication avant de parler de quoi que ce soit d'autre. Elle m'a alors expliqué qu'elle me trouvait distant et que cela lui donnait l'impression que je n'étais plus autant investi dans notre relation. Je lui ai répondu que si elle m'en avait parlé plus tôt, elle aurait compris la véritable raison de mon comportement. Mais cela n'avait plus d'importance. Elle mentionna alors le nouvel homme de son travail. Avant même qu'elle ne puisse dire son nom, je l'ai devancé, et elle en est restée stupéfaite, se demandant comment je pouvais le savoir. Je lui ai assuré que je n'étais pas idiot. J'ai fait remarquer qu'elle avait brusquement cessé de parler de lui après l'avoir mentionné sans arrêt. Elle m'a affirmé qu'elle ne m'avait jamais trompé. J'ai répondu que chercher quelqu'un de « mieux » à la première difficulté pouvait être perçu comme une forme de tromperie par certains. À ce moment-là, je lui ai dit que je ne voulais plus entendre un mot de plus. Peu importait qu'elle veuille se réconcilier, j'avais pris ma décision, je mettais fin à notre relation, quoi qu'il arrive. Cette rupture m'a profondément blessé. Je ne supportais plus d'être dans la même ville, alors j'ai demandé à mon employeur une mutation et j'ai utilisé l'argent que j'avais mis de côté pour notre projet afin de recommencer à zéro dans une nouvelle ville. Sarah a tenté de m'approcher à 2 reprises, et les 2 fois, je l'ai repoussée. Certains de mes amis pensent que je suis trop dur et que je devrais lui parler pour avoir une vraie conclusion. D'autres estiment que la faire souffrir pour le reste de sa vie serait cruel. Mais ce n'est pas du tout mon intention. Je n'éprouve plus de colère ni de rancune envers elle. J'admets même que j'ai une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Mais la douleur est encore présente. Lui parler, ce serait comme rouvrir une blessure qui n'a jamais complètement guéri. J'ai lu chaque commentaire, et si je n'ai pas répondu à tout le monde, c'est seulement parce que je n'avais rien à ajouter. Après avoir tout lu et bien réfléchi, j'ai décidé de m'en tenir à mon choix, je ne parlerai pas à Sarah. Après notre deuxième rupture, j'avais bloqué Sarah partout. Ces 2 derniers jours, son insistance semble s'être retournée contre elle. Certains de nos amis communs, y compris ceux qui me conseillaient au départ de lui parler, commencent à être fatigués de ces tentatives répétées pour me joindre. Cela a même poussé plusieurs d'entre eux à se détourner d'elle. Émilie, l'amie à qui je m'étais confié à l'époque, a publié un message sur les harceleurs sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas mentionné Sarah par son nom, mais beaucoup de personnes ont compris de qui elle parlait. J'ai aussi vu plusieurs commentaires sur mon post initial suggérant que Sarah me traquait. Le fait qu'elle ait trouvé un travail dans la même ville que moi, ainsi que sa présence soudaine dans le parc, appuie cette théorie. Pour ce que cela vaut, je sais que son oncle possède une entreprise ici, cela pourrait être la véritable raison pour laquelle elle a déménagé, mais cela ne me concerne pas, et je ne vais pas chercher à en savoir plus. Les choses se sont calmées, mes amis ont abandonné le sujet et Sarah n'a plus tenté de les contacter. Du moins, jusqu'à hier. J'étais en train de regarder un événement de l'UFC avec des collègues. Une fois terminé, alors que je me dirigeais vers ma voiture, mon téléphone a sonné. C'était une amie commune qui m'appelait. Elle m'a dit qu'elle avait parlé avec Sarah et voulait me transmettre un message de sa part. J'ai soupiré et lui ai demandé de faire vite. Sarah lui avait simplement dit qu'elle comprenait désormais pourquoi je ne voulais plus lui parler. Elle a juré qu'elle ne chercherait plus à nous contacter, mais elle pensait toujours que nous devrions communiquer. Elle m'a fait savoir que la porte restait ouverte si jamais je voulais discuter un jour. J'ai répondu à mon ami que je n'avais aucun message à transmettre en retour et je lui ai demandé de ne plus me parler de Sarah à l'avenir. Si ce que Sarah a dit est vrai, c'est un soulagement. Mais je ne vais pas me faire d'illusions.
cela ne me surprendrait pas qu'elle tente autre chose. Peut-être croit-elle que me laisser de l'espace finira par me pousser à aller vers elle. Mais ce ne sera pas le cas. Ce chapitre de ma vie est définitivement clos. Je veux simplement me concentrer sur moi-même. Je doute de commencer une relation avec qui que ce soit dans un avenir proche. S'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est que je dois mieux connaître une personne avant de m'engager dans une relation. J'ai aussi beaucoup réfléchi à la manière dont j'utilise le mot ami. C'est un autre aspect de ma vie que je dois revoir. Certaines des personnes que je considérais comme des amis ont montré qu'elles ne voulaient pas forcément mon bien. Quelques personnes dans les commentaires ont mentionné la thérapie. J'avoue que c'est quelque chose à laquelle j'ai pensé. Pour l'instant, je me laisse le temps de guérir seul. Mais si après un certain temps je ne me sens pas mieux, je me pencherai sur cette option. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de me donner des conseils. Vos avis m'ont été très utiles pour mettre de l'ordre dans mes pensées. Mise à jour au 16 février 2025. Sarah a disparu depuis plusieurs semaines, et plus personne ne la mentionne dans les conversations. C'est une bonne chose. Mais mardi dernier, le 11 février, j'ai reçu un message privé de la mère de Sarah. Elle m'a dit qu'elle voulait s'excuser pour le comportement de sa fille et m'a demandé si je pouvais l'appeler. J'ai toujours eu une bonne relation avec les parents de Sarah. Ce sont des gens vraiment adorables. Même après nos 2 ruptures, ils ont toujours été respectueux et n'ont jamais essayé de s'immiscer. Je ne voulais plus parler de Sarah, mais je ne voulais pas non plus ignorer sa mère. J'ai réfléchi quelques minutes avant de finalement décider de l'appeler. Cependant, si elle essayait de me convaincre de parler à Sarah ou quoi que ce soit dans ce genre, je mettrais fin à la conversation poliment. Quand elle a décroché, elle a immédiatement activé le haut-parleur pour que le père de Sarah puisse aussi participer à l'appel. À ce moment-là, je m'attendais presque à entendre la voix de Sarah. Heureusement, cela n'est pas arrivé. La conversation avec ses parents s'est en fait très bien passée. Ils ont commencé par s'excuser pour les récents agissements de Sarah. J'ai rapidement précisé qu'ils n'avaient pas à s'excuser pour quoi que ce soit, mais ils ont insisté, affirmant que c'était la bonne chose à faire. Ils ont également expliqué qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait jusqu'à récemment. Lorsqu'ils l'ont découvert, ils ont appelé Sarah et ont eu une longue discussion avec elle. Son père a admis que cette conversation ressemblait davantage à une discussion qu'il aurait dû avoir avec une adolescente qu'avec une femme de presque 30 ans. Sarah leur a promis qu'elle resterait à l'écart et qu'elle chercherait de l'aide en thérapie. J'ai ressenti un immense soulagement, non seulement pour moi, mais aussi pour elle. Tout ce qui s'est passé entre nous n'était pas idéal, mais je lui souhaite sincèrement le meilleur. J'espère qu'elle trouvera le bonheur. Avant de raccrocher, j'ai remercié ses parents et leur ai dit à quel point je les admirais et les respectais. Je peux maintenant affirmer avec certitude que c'est terminé. Sarah ne trahirait jamais la confiance de ses parents. Merci à tous pour vos conseils, cela a vraiment compté pour moi. J'ai découvert que ma belle-fille avait été manipulée par son père biologique pour investir l'argent de ses frais de scolarité dans une fausse start-up. Pourquoi ne peux-tu pas juste disparaître? C'est ce que ma belle-fille m'a dit lors d'une dispute. Sa mère s'est jointe à elle, nous serions mieux sans toi. Je n'ai rien répondu. J'avais déjà fait mes valises. Ce matin, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt, affichant 13 appels manqués. Quelque chose semblait étrange. Lorsque je suis entré dans notre salon, un silence anormal y régnait. Mais ce n'était pas tout. Mon regard a parcouru la pièce, cherchant à comprendre ce qui clochait. Puis, j'ai compris. Toutes nos photos de famille avaient changé. J'ai fait un pas vers le grand cadre au-dessus de la cheminée, celui de notre voyage à Yellowstone l'année dernière. La photo était bien là, mais je n'y étais plus. Toutes les images de moi avaient été soigneusement effacées, laissant des vides embarrassants dans les souvenirs familiaux des 3 dernières années. Je suis resté figé, ma tasse de café refroidissant dans ma main, quand j'ai entendu la porte de la chambre de Stella, ma belle-fille, se fermer doucement à l'étage. Ses pas se sont arrêtés en haut des escaliers. Elle avait évidemment remarqué que j'étais réveillé. Après une brève pause, elle a descendu les marches, son téléphone à la main, évitant délibérément mon regard en se dirigeant vers la cuisine. « Bonjour », ai-je dit d'un ton calme. Le silence qui suivit était lourd de sens. 3 ans. Cela faisait 3 ans que j'étais dans la vie de Stella. 3 ans à construire lentement une relation de confiance. 3 ans de soirées cinéma et d'aide aux devoirs de mathématiques, d'essais pour être présent sans jamais m'imposer. Mais à 16 ans, elle avait commencé à s'éloigner.
J'avais d'abord cru à une simple rébellion adolescente. Pourtant, cette fois, c'était différent. Tout avait commencé la semaine dernière, quand je lui avais proposé de l'aider pour son projet de chimie. Elle avait du mal avec cette matière et, naïvement, j'avais pensé que mon aide serait la bienvenue. Sa réponse m'avait frappé comme une gifle: « Arrête de faire semblant de te soucier de mes notes. Tu n'es pas mon vrai père. » J'avais déjà entendu des variations de cette phrase auparavant, mais il y avait quelque chose de différent cette fois-ci. Son ton. Il était tranchant, intentionnel. Ma femme, Delilah, était dans la cuisine et avait forcément entendu. Pourtant, elle n'a rien dit. Ce silence, c'était comme prendre parti. La tension s'était amplifiée tout au long de la semaine. Des petites choses. Des assiettes laissées dans l'évier, accompagnées de regards appuyés. Des portes fermées un peu trop brusquement. Des conversations qui s'arrêtaient lorsque j'entrais dans la pièce. Même Delilah était devenue distante, esquivant mes tentatives d'explication. Elle est juste dans sa phase d'ado, Thomas. Ne prends pas tout personnellement. Mais tout a explosé hier soir. Stella était en train d'envoyer des messages pendant le dîner, ce qui va à l'encontre des règles habituelles de la maison. Je lui ai rappelé doucement. Elle a alors jeté son téléphone sur la table et a explosé: « Bon sang. Pourquoi tu contrôles tout ce que je fais? Pourquoi tu ne peux pas juste me laisser tranquille? » Stella, j'essaie seulement de... De quoi? De jouer au père? J'en ai déjà un. Elle s'est levée brusquement, la chaise raclant le sol. Pourquoi tu ne peux pas juste disparaître? Personne ne t'a demandé d'essayer si fort. C'est pathétique. Je me suis tourné vers Delilah, cherchant, je ne sais pas. Du soutien. Une médiation? Mais elle a simplement reposé sa fourchette et a murmuré calmement: « Peut-être que nous serions tous mieux sans toi. » Ces mots ont flotté dans l'air, lourds comme une fumée épaisse. 3 ans de souvenirs me sont revenus en rafale. Le jour où Stella avait ri pour la première fois à l'une de mes blagues de papa. La nuit où elle m'avait appelé en larmes après sa première rupture. Et le sourire de Delilah, fière, lorsque Stella avait demandé mon aide pour choisir sa robe de bal plutôt que la sienne. Je me suis levé lentement, mon assiette encore à moitié pleine. D'accord. D'accord, quoi? A demandé Stella, un éclat d'incertitude dans les yeux. Si c'est ce que vous ressentez toutes les deux, d'accord. Je suis monté à l'étage, j'ai sorti mon vieux sac de sport et commencé à ranger mes affaires. En bas, j'entendais Delilah et Stella murmurer. Mais elle m'a accusé d'être jaloux, disant que lui au moins croyait en ses rêves. Je me suis assis au comptoir de la cuisine, exactement à l'endroit où tout s'était effondré une semaine plus tôt. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il était revenu? Elle a expiré longuement. J'ai essayé de gérer ça toute seule. Je me demandais si je pouvais les garder éloignés. Elle a secoué la tête. Puis, toi et Stella vous êtes disputés, elle a dit des choses horribles, et j'ai paniqué. J'ai pris son parti parce que j'étais terrifié à l'idée de ne pas le faire. Parce que sinon, elle se serait complètement laissée embarquer par lui. Avant que je ne puisse répondre, la porte d'entrée s'est ouverte. Stella est entrée. Elle s'est figée en me voyant. Elle avait l'air différente. Son maquillage était appliqué avec soin. Elle portait une veste coûteuse, probablement achetée par Miles. Mais ses yeux étaient rouges. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-elle. Cependant, sa voix manquait de sa dureté habituelle. « Tu abandonnes tes cours avancés? Vraiment? Et Stanford, alors? Les plans changent, murmura-t-elle en évitant mon regard. Papa dit que... Miles dit, ai-je corrigé doucement. Quelque chose passa sur son visage. Il a des contacts là-bas. La start-up est garantie de... Comme la concession de voitures anciennes? Ou le food truck? Je sortis mon ordinateur portable et ouvris les documents que j'avais passé la matinée à rassembler. J'ai fait quelques recherches. Tu veux savoir quel est le statut actuel de son entreprise? Ou son rapport de crédit? Ou encore les 3 affaires judiciaires en cours contre ses précédentes opportunités d'investissement garanties? Les mains de Stella tremblaient lorsqu'elle attrapa l'ordinateur. À chaque clic, chaque document qu'elle lisait, son masque soigneusement construit se fissurait un peu plus. Lorsqu'elle tomba sur le procès intenté par la grand-mère de son ancienne belle-fille pour récupérer les fonds universitaires empruntés par Miles, la première larme roula sur sa joue. Il a dit. Elle avala difficilement sa salive.
Il a dit qu'il avait changé. Qu'il voulait rattraper le temps perdu. Qu'on pouvait être une vraie famille. Elle s'arrêta et leva les yeux vers moi. Il m'a demandé de prouver que je le choisissais. Que tu étais la raison pour laquelle il était resté à l'écart. Que tu avais pris sa place. Oh, ma chérie. Delilah s'approcha, mais Stella recula. Je savais. Murmura-t-elle. Je crois que je savais. Mais je voulais tellement y croire. Son téléphone vibra. Un message de Miles. Elle le regarda longuement avant de l'éteindre complètement. Je dois y aller. Elle tourna les talons et monta précipitamment à l'étage. J'ai juste besoin de réfléchir. Nous l'avons laissé partir. Parfois, la chose la plus généreuse que l'on puisse faire, c'est offrir de l'espace. Les heures ont passé. Delilah et moi avons parlé. Vraiment parlé, pour la première fois depuis des semaines. Nous avons évoqué nos craintes, nos erreurs. Stella. Miles. Nous-mêmes. Vers minuit, alors que je me préparais à retourner chez Ryan, mon téléphone s'est illuminé d'un message de Stella. J'ai tout gâché. Tout est foutu. Est-ce qu'on peut parler? Je veux dire, vraiment parler. Pas de Miles, pas d'argent, juste, tu te souviens quand on allait prendre une glace après mes cours de danse et que tu me laissais râler sur le lycée? Est-ce qu'on pourrait faire ça? Je sais que je ne le mérite pas. Mais j'écris ça depuis ma voiture, garée devant notre glacier habituel. C'est censé être fermé, mais le propriétaire nous reconnaît. On y vient depuis 3 ans. Il reste ouvert juste pour nous. Stella venait d'arriver, dans la voiture de sa mère. Elle était là. Assise. Rassemblant sans doute le courage d'entrer. Tout comme moi. Parfois, les conversations les plus difficiles commencent par de petits pas. Ou, dans ce cas précis, par une glace menthe chocolat à minuit. Dernière mise à jour. Cette nuit-là, chez le glacier, a tout changé. Stella a parlé pendant des heures. De la manipulation de Miles. De ses craintes. De sa culpabilité. Mais c'est une phrase qu'elle a lâchée sans y penser qui a éveillé mon intérêt. Miles avait demandé à Jessica de convaincre les parents de ses amis d'investir dans son entreprise. Quelque chose a fait tilt. Je me suis rappelé des poursuites judiciaires. J'avais identifié un schéma, ciblé des familles à travers leurs enfants. La colère que je gardais en moi venait de trouver un but. Tu sais, ai-je dit doucement, ce qu'il fait n'est pas seulement moralement répréhensible. C'est illégal. Stella releva les yeux de sa glace qui fondait. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai expliqué la fraude financière et les techniques d'investissement illégales. Ses yeux se sont agrandis quand elle a sorti son téléphone et m'a montré les conversations de groupe où Miles sollicitait directement des investissements auprès d'adolescents. Ce soir-là, après avoir accompagné Stella, j'ai passé quelques appels. Quinn connaissait quelqu'un à la SEC. Ryan avait un contact au bureau du procureur. Le matin venu, j'avais un plan. Miles ne s'y attendait pas. Il était trop occupé à préparer son grand dîner d'annonces, où il comptait persuader Stella de lui remettre son fonds universitaire. Il avait également invité les parents de certains de ses amis, ajoutant ainsi d'autres cibles potentielles à sa liste. Le dîner se déroulait dans un restaurant luxueux. Miles était dans son élément, vantant ses connexions dans la Silicon Valley et ses profits assurés. J'ai attendu que les entrées arrivent avant de me lever. Avant de continuer, ai-je déclaré, il y a des gens qui souhaiteraient se joindre à nous. À cet instant précis, 2 agents fédéraux et un enquêteur de l'État sont entrés. Le visage de Miles est passé de confiant à perplexe, puis à terrifié, en quelques secondes. Il s'avérait que Miles dirigeait plusieurs fraudes en parallèle. Les enquêteurs avaient découvert cette schéma d'escroquerie dans 3 juridictions différentes. À chaque fois qu'il reprenait contact avec Stella, il lançait une nouvelle arnaque et trouvait de nouvelles victimes. La fameuse concession de voitures anciennes qui avait coûté à Delilah ses économies? Une arnaque à grande échelle. Le food truck? Exactement le même modèle. Mais cette fois, il avait été négligent. Il avait tout documenté dans des SMS et des emails à Stella, persuadé qu'elle ne se retournerait jamais contre lui. Lorsqu'elle a transmis ces messages aux enquêteurs, son sort était scellé. Les parents présents au dîner portaient des micros. Chaque promesse, chaque mensonge, chaque tentative d'investissement illégal avait été enregistrée. Miles a tenté de fuir, renversant un serveur avant de courir vers la sortie.
Il n'a fait que 3 pas avant d'être arrêté par la sécurité. Alors qu'il l'entraînait, il lança un regard suppliant à Stella, ce regard manipulateur auquel elle avait cédé tant de fois. « Tout ça est un malentendu, ma chérie. Dis-leur que je suis ton père. » Stella s'est levée, les épaules droites. « Mon père est ici, dit-elle en prenant ma main, et il vient juste de te regarder obtenir exactement ce que tu mérites. » Les répercussions ont été intenses, couverture médiatique, témoignages de victimes, d'autres familles se sont manifestées. L'enquête a révélé que Miles avait volé plus de 2,3 millions de dollars. Son soi-disant start-up se limitait à un simple site web et à des photos volées d'un véritable bureau technologique. Mais la véritable victoire ne résidait pas seulement dans l'arrestation de Miles. C'était ce qui s'est produit après. Stella a rassemblé toutes ces photos avec Miles, les a placées dans une boîte et les a remises aux enquêteurs. Pièce à conviction, a-t-elle dit avec un sourire légèrement retrouvé. Elle a été réintégrée dans ses cours avancés. En raison des circonstances, l'école a fait preuve de compréhension. Au lieu d'être en colère, les parents de ses amis ont formé un groupe de soutien pour les familles ayant subi des arnaques similaires. Quelque chose de bon était né de quelque chose de terrible. Hier soir, Stella m'a demandé de l'aide pour ses essais d'admission à l'université. J'ai une histoire plutôt unique, maintenant, a-t-elle expliqué. Combien de gens peuvent dire qu'ils ont contribué à faire tomber l'empire frauduleux de leur propre père biologique? Delila et moi avons commencé une thérapie. Il y a des blessures à guérir et une confiance à reconstruire. Mais la voir replacer minutieusement mes photos dans les albums familiaux, les redressant une à une, cela exprimait bien plus que des mots. Ce matin, Stella est descendue plus tôt que d'habitude pour le petit déjeuner. Elle tenait une enveloppe à la main. « J'ai trouvé ça dans ma chambre, dit-elle en la déposant sur la table. Miles m'a demandé de l'envoyer la semaine dernière. C'est de la documentation d'investissement pour son entreprise. J'ai pensé que tu voudrais l'ajouter au dossier des preuves. » Je fixai l'enveloppe, puis la regardai. « Tu veux qu'on la porte ensemble aux enquêteurs ?» Elle sourit, un vrai sourire, éclatant et sincère, celui qui m'avait tant manqué. « On peut prendre une glace après ? Certains diront peut-être que la vengeance a été trop sévère. Quoi qu'il en soit, une famille reste une famille. Mais une vraie famille ne cherche pas à voler votre avenir. Une vraie famille vous protège, même si cela signifie vous protéger d'un membre de votre propre sang. Miles sera condamné le mois prochain. Stella prévoit de lire une déclaration d'impact en tant que victime. Elle y a passé des semaines, peaufinant chaque mot. Hier, elle m'a demandé de la relire. Il me faut une bonne conclusion, a-t-elle dit. Quelque chose qui montre que je ne suis plus seulement sa victime. Je crois qu'elle l'a déjà trouvé. Elle est là, dans la façon dont elle tient la tête haute aujourd'hui. Dans la manière dont elle aide d'autres jeunes à reconnaître ce type d'escroquerie. Dans les brochures universitaires sur son bureau. Son vrai chemin, pas celui que Miles lui avait vendu. Avancer, c'est parfois s'assurer que le passé ne puisse plus nuire aux autres. Et parfois, la meilleure revanche n'est pas seulement de voir quelqu'un affronter les conséquences de ses actes. C'est de s'épanouir malgré tout. Ce soir, nous avons un dîner en famille. Juste nous trois. Stella prépare sa sauce pour les pâtes, une recette qu'elle a apprise en regardant des vidéos de cuisine avec moi pendant le confinement. Des choses normales, simples, merveilleuses. Miles aura tout le temps d'y réfléchir, depuis sa cellule. Merci d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune histoire vraie, surprenante et captivante qui se déroule autour de vous.